Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire ce matin sur TV5 Monde. Mon invité c'est Nicolas Mayer-Rossignol. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Rouen et vous êtes premier secrétaire délégué du Parti Socialiste. On va évidemment aborder avec vous ce matin toutes les questions d'actualité, le congrès des maires également auquel vous participez et puis l'actualité aussi du Parti Socialiste. Mais je voudrais revenir d'abord sur ce qui a été votre actualité il y a quelques jours, Nicolas Mayer-Rossignol. Vous avez annoncé par communiqué, c'est inédit pour un homme politique, votre cancer. Et sans revenir sur la maladie elle-même, je voulais savoir et connaître, car c'est le cas de beaucoup de nos compatriotes, comment vous avez géré ça familialement parlant, personnellement parlant. Comment ça se passe quand on annonce ça à sa famille ? C'est pas, honnêtement pas facile. Je pense que ce que je vais dire est le lot de beaucoup de gens, parce que on a tous nos qualités, nos défauts, et quand on est dans une épreuve comme celle-là, on réagit pas toujours très très bien. Pour ma part, il y a eu une forme de déni, je pense, au départ, parce que, bon, alors ça s'explique un peu pour des raisons médicales. C'est un cancer qui, normalement, c'est un cancer de la vessie, qui touche normalement plutôt des hommes beaucoup plus vieux que moi. Et les fumeurs en général, ou bien exposés aux produits hydrocarbures, ce qui n'est pas du tout mon cas. Bon, après, je suis pas le seul comme ça, mais voilà. Donc, j'ai pensé que c'était un peu quelque chose de pas normal, mais de ponctuel, qui serait vite derrière moi. Enfin, une forme de volonté de ne pas vraiment un peu normal, assumer les choses. De voilà, vouloir c'est pas trop le voir. Et donc, ça crée un comportement peut-être qui n'est pas complètement approprié. Et puis ensuite, comme vous le savez, puisque je l'ai rendu public, il y a eu plusieurs récidives, etc. Donc, on apprend à vivre avec le cancer. C'est une phrase qui est terrible, mais en réalité, c'est ça, parce qu'il y a de plus en plus de cancers jeunes et chroniques. On meurt encore du cancer, bien sûr, hein, c'est une maladie qui peut être très grave, mais il y a aussi beaucoup de gens, c'est mon cas, qui n'ont pas de métastases, qui ont un cancer tôt, qui doivent néanmoins être traités. Vous êtes d'ailleurs, vous avez une prochaine séance rapide, je crois, d'immunothérapie. Oui, toutes les semaines, là, en ce moment, effectivement, d'immunothérapie. Et surtout, je ne suis pas à plaindre, enfin, vraiment... il y a plein de situations bien plus graves que la mienne. On voit derrière vous le communiqué que vous avez fait, on l'a tous lu parce qu'il nous a évidemment tous interpellés, parfois émus. Familialement, personnellement, comment on fait pour l'expliquer à ses tout proches et quelles sont les conséquences au fond ? À l'époque, donc c'était en 2022, il a fallu l'expliquer à mes enfants dans des mots simples, puisqu'ils étaient relativement jeunes à l'époque. Et puis ensuite, et ça je voudrais insister là-dessus, plus récemment avec ma compagne, en discutant aussi avec des amis, et c'est beaucoup dans le cercle très fermé avec ma compagne, on a réfléchi à comment on peut, plutôt que de dévoiler publiquement ma situation personnelle, voilà, c'est sans doute important pour moi, mais c'est peut-être pas le plus important, comment faire quelque chose de positif, d'utile à la société. Et c'est comme ça qu'a émergé l'idée d'avoir un plan d'action pour parler de la bienveillance au travail, de la situation des aidants, voilà, de la santé environnementale, de beaucoup de choses qui en fait touchent plein de monde. La question des aidants, ça touche plein de monde. On a presque tous, je ne vais pas dire tous, mais des situations dans notre famille de gens qui vont pas bien, qui ont un cancer, soit directement, soit indirectement. Et donc je pense que essayer de le transformer en quelque chose de politiquement utile, politique au bon sens du terme. D'ailleurs, vous allez être candidat au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Est-ce que ça fait partie, au fond, d'une forme d'action que, malgré sa maladie, on veut avoir ? En tout cas, je veux montrer que, encore une fois, sans faire de généralité, parce qu'il y a bien sûr des gens qui sont tellement malades, qui doivent rester chez eux, et c'est normal, mais je veux aussi montrer que dans mon cas, comme dans beaucoup de cas, le lien professionnel, le lien social lié à l'environnement de travail ou d'engagement public, pour mon cas, il a son importance. Donc vous allez être candidat ? Je le souhaite. Maintenant, c'est pas à moi tout seul d'en décider. Et puis surtout, il faut qu'on gagne. C'est ça le plus important. Donc c'est Nicolas Mayer-Rossignol, notre invité ce matin, le maire de Rouen et qui est premier secrétaire délégué actuellement du Parti Socialiste. Dans un instant, Stéphane Vernet de Ouest France sur ce plateau. Bonjour Stéphane Vernet, on s'attaque au dur avec la colère des élus en plein salon des maires. Et oui, vous y êtes passé, j'imagine. Oui, vous y serez cet après-midi. Vous faisiez partie des maires qui ont posé avec l'écharpe noire hier. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, ça c'est la symbolique, mais je pense qu'il faut vraiment expliquer les choses précisément à nos concitoyens. Il y a à la fois de l'injustice, il y a de l'inquiétude
et il y a du mensonge dans cette affaire. Du mensonge? Oui, du mensonge. Moi, je dis les choses parce que sur les finances publiques. C'est pas la peine de faire de la langue de bois, bien sûr, bien sûr. De l'injustice parce qu'on fait payer en partie, pas tout, mais en partie aux collectivités locales, en fait, une gestion calamiteuse de l'argent public, mais qui n'est pas le fait des collectivités locales. Prenons les choses précisément une par une. Le déficit. L'État est en déficit, pas depuis Macron d'ailleurs, depuis 40 ans. Bon. Les collectivités... Un peu plus même. Oui, en gros, le choc pétrolier des années 70. Bon. 50 ans maintenant. Les collectivités n'ont pas le droit de faire du déficit. Donc, elles doivent être à l'équilibre. Elles sont à l'équilibre. La dette. Il y a une dette publique en France. 90% de cette dette, c'est l'État. Les collectivités, toutes les collectivités, régions, départements, communes, intercommunalités, c'est moins de 9%. Bon. Et sur le dérapage des dépenses, il y a un certain nombre de dépenses qui sont imposées par l'État lui-même, qui sont décidées par l'État et qui doivent être assumées par les collectivités, c'est ça? Oui, voilà. Et en plus, elles ont ce qu'on appelle une autonomie, si vous voulez, notamment fiscale, qui est très très faible. En ce qui concerne Rouen, par exemple, les impôts locaux, on n'a pas touché au taux depuis 2016. Donc c'est injuste de faire porter aux collectivités, qui par ailleurs doivent assumer plus des 3/4 de l'investissement public. 70%. Voilà. Donc on est dans une contradiction. Mais ce n'est pas juste de l'injustice. Il y a aussi de l'inefficacité inquiétante. Pourquoi? Parce que, à force de faire payer les collectivités, qu'est-ce qui se passe derrière? Ça veut dire moins de services publics localement. Or, ce sont les services publics utiles en matière sociale, par exemple. Et c'est aussi un effet récessif sur l'économie locale. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc, les il y a communes... un danger pour l'économie. Bien sûr, moi, la région Normandie, je vous donne un exemple concret. La région en Normandie, qu'est-ce qu'elle vient de dire? On va réduire de 15% nos investissements avec les territoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de boulot pour le BTP, pour le commerce local. Avec un effet, un ruissellement inverse en cascade sur... Donc c'est négatif. Entre les collectivités elles-mêmes. Et puis c'est quand même un peu surréaliste sous prétexte de réduire la dette publique en France, de pousser les collectivités soit à moins investir, soit à plus s'endetter. Mais quand vous parlez de mensonges, est-ce que vous pouvez préciser votre pensée? Oui, je le précise. C'est le troisième point et à mon avis le plus grave dans cette histoire. Le gouvernement, en réalité le gouvernement précédent, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une enquête parlementaire. Le gouvernement Attal ou le gouvernement Borne? Les précédents, à l'enquête parlementaire de déterminer les responsabilités précises, a volontairement caché un trou de 50 au moins milliards d'euros. C'est ça qui se passe. Alors, moi, je veux le dire comme je le pense. Si les communes, si les collectivités locales géraient l'argent public comme ça vient d'être fait, on serait en prison. On serait en prison. La cohabitation avec Elisabeth Borne, qui est notre invitée d'ailleurs dans 15 jours, va être compliquée en Normandie. Mais, encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour Elisabeth Borne à titre personnel, mais il est incontestable. Reprenez le fil de 2024, des annonces publiques en 2024. Début de l'année, on vous dit encore, tout va bien, quoi qu'il en coûte, etc. Ensuite, vous avez des premières expressions pour dire « Ah, il y aura peut-être un trou ». Puis finalement, on voit qu'il y a un trou de 15 milliards. Puis, dissolution, etc. Et Michel Barnier, au moins, il a l'honnêteté, le courage de dire les choses de manière, et encore, je ne suis pas sûr que tout soit dit, mais de dire les choses de manière plus transparente. Le trou, il n'est pas de 0 ou de 15 milliards, il est d'au moins 50 milliards. Donc c'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État et c'est un mensonge d'État. Alors, il en rendra compte cet après-midi, il sera au Congrès des maires pour la clôture du Congrès, il va prendre la parole. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce qu'il peut annoncer? Ou qu'est-ce qu'il doit dire? Moi, je pense que, encore une fois, il faut être responsable. Et il faut être constructif en essayant de trouver des solutions qui sont réellement utiles. Elles sont où les solutions, selon vous? J'essaie de répondre. D'abord, ne pas taper là où ça marche. Les collectivités, ça fonctionne. Il est malhonnête, injuste et même scandaleux de taper sur les collectivités alors qu'elles font, vous l'avez dit, 70% de l'investissement public, notamment dans la transition sociale écologique dont on a grand besoin, rénovation énergétique des bâtiments. Où taper? Donc ça, non. Oui, mais où? Ça, déjà, il faut revenir là-dessus. Deuxièmement, il faut remettre de la démocratie à la place de la bureaucratie. Donc, par exemple, redonner aux collectivités une marge d'autonomie fiscale qu'elles ont totalement perdue. Il ne s'agit pas de lever l'impôt nécessairement, mais qu'il y ait une correspondance entre la démocratie, on vote pour le maire, et sa capacité à gérer ses recettes. Et troisième point, faire des économies, que l'État soit exemplaire. Moi, je peux vous donner plein d'exemples où l'État n'est pas exemplaire. Ça suffirait Je vous donne des exemples. Il y a des exemples symboliques et des exemples quantitatifs. Est-ce que le budget de l'Élysée, ça c'est symbolique, mais c'est important, est-ce que le budget de l'Élysée baisse? Non, il augmente. Vous trouvez ça normal? Moi, je ne sais pas. Si vous voulez montrer l'exemple, vous commencez par en haut. Bon, le budget de l'Élysée ne baisse pas. Est-ce que c'est normal? Comment vous voulez dire ensuite aux autres? Allez-y. Je rappelle, dans une formule d'humour, que l'hymne de la Marseillaise, c'est pas « Allez, enfants de la patrie », c'est « Allons, enfants de la patrie ». Donc, l'Élysée pourrait être exemplaire. Premier exemple. Deuxième exemple. Les agences régionales de santé.
qui ont été créés par la loi Bachelot, ça fait longtemps. Les fameuses Bon, ARS. est-ce que ça fonctionne? J'attaque personne. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les hôpitaux ont des finances en meilleur état? Peut-être mieux placé que d'autres pour le dire, puisque je vous réponds pas vous du avez tout. affaire aux Pas du hôpitaux tout. en permanence. C'est pas attaquer les personnes que de dire que les hôpitaux font un travail admirable, mais que les agences régionales de santé sont des entités administratives qui emploient beaucoup de monde, qui ont un impact sur l'efficience, la bonne gestion de l'argent public, qui est très faible, pour pas dire négatif. Autre exemple, l'ANRU, la rénovation urbaine. Donc les quartiers populaires, vous savez, abattre les tours d'immeubles, etc., pour changer l'habitat, mettre plus de mixité, etc. Vous savez comment ça fonctionne aujourd'hui? Vous avez des maires, des élus locaux qui connaissent le quartier, qui vivent dans la ville qu'ils administrent, qui doivent aller passer un oral qui s'apparente quand même à repasser le bac devant des fonctionnaires sans doute compétents et bienveillants, à Paris dans une agence, mais juste ces personnes-là n'habitent pas la ville, ne connaissent pas le quartier, mais donner directement l'argent aux collectivités. Alors, vous évoquez les gabegies, vous avez parlé de bureaucratie. Oui, mais c'est important. Non, mais alors, Michel Barnier, hier, aux questions au gouvernement face au Sénat, Oui. a promis d'étudier en détail toutes les surtranspositions des règlements européens qui ont pu avoir lieu en France. C'est une espèce de mal français, mais c'est pas nouveau. Enfin, ça a été promis à plusieurs reprises, c'est sur la table depuis des années. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est possible de réduire cette espèce de mal français qu'est la bureaucratie, la suradministration? Je viens de vous donner des exemples très concrets. Donc vous n'y croyez pas? Ah, mais j'y crois tout à fait. Moi, je pense C'est qu'on peut possible. tout à fait. Écoutez, quand il y a une volonté C'est quoi? politique. C'est une question de volonté politique. Mais bien sûr, il faut ça. D'abord, il faut dire les choses. Vous voyez, je ne suis pas en langue de bois, je vous dis les choses. Je vous donne un autre exemple, et sans attaquer personne. Est-ce que vous trouvez normal que dans les préfectures, dans les sous-préfectures, les préfets, les sous-préfets, et non seulement un appartement de fonction, ça c'est normal parce qu'ils ont une mobilité professionnelle, Mais une résidence. mais une résidence, en général, dans des beaux quartiers, avec du personnel de maison, c'est-à-dire, pour le dire trivialement, pardon, mais des serviteurs qui font à manger, qui font le linge, qui font le jardin. Qu'ils aient un agent de sécurité, évidemment. Qu'ils aient un logement de fonction parce qu'ils sont amenés à bouger, évidemment. Ça, c'est un héritage du faste de l'État. Mais d'accord, mais on n'est plus en monarchie. La pompe républicaine. Excusez-moi, mais on n'est plus... Si on doit faire des économies, mais on n'a plus les moyens, c'est fini. Faisons des économies. Bon. Je vous signale que dans des pays nordiques, moi je me souviens d'Angela Merkel allant faire ses courses au oui, bien sûr, supermarché. on a tous cette pardon, image. mais alors pourquoi, si c'est possible en Allemagne, ça ne serait pas en France? Allez, dernière question. Bon, un point sur les différentes colères, les manifestations et les mouvements qui se développent. On a parlé de la colère des élus, la crise agricole, l'acte 2, la grève de la SNCF aujourd'hui, les grèves à venir dans la fonction publique. Comment est-ce que vous voyez tout ça? Il y a quelque chose qui monte en ce moment, et comment apaiser le pays, comment réconcilier les Français? Oui, il y a une colère qui est importante, qui n'est pas si nouvelle que ça. À vrai dire, si on prend un autre exemple que beaucoup de gens ont oublié, mais que les élus locaux n'ont pas oublié, en tout cas que moi je n'ai pas oublié, les émeutes dans les quartiers. Il y a un peu plus d'un an à peine. Hein. Est-ce que ça a été résolu? Pas du tout. Et on parlera peut-être des questions de drogue, de trafic, On va y venir après. de jeunesse, d'éducation, voilà. Bon, Mais là, il y a une conjonction. Donc il y a en ce moment. effectivement une convergence de plusieurs colères. Pourquoi? Parce que le pays a été très mal géré financièrement, et que donc il y a des conséquences de tout cela sur la société. Y compris par vos camarades socialistes à leur époque? On peut toujours critiquer, bien sûr qu'on n'a pas tout fait bien. Mais excusez-moi, mais le président de la République est président de la République depuis combien de temps? Depuis 7 ans. Si moi je viens voir mes administrés pour leur dire je suis maire depuis 7 ans, ce qui n'est pas le cas, hein, je suis maire depuis 7 ans, mais j'y suis pour rien, franchement je ne serais pas très crédible. Mais là alors, Michel Barnier, il est Premier ministre depuis 2 mois, il y a une grosse pression sur lui. Oui. Est-ce que vous pensez que son gouvernement peut tomber Très vite. Au risque de vous surprendre, d'abord je trouve qu'au moins il a le courage et la sincérité de dire la situation, même s'il ne dit peut-être pas tout, mais enfin au moins il dit par exemple qu'on a un problème de dépenses. Est-ce qu'il peut tomber ou pas? Ensuite, oui, je pense qu'il peut tomber parce qu'il tient par qui? Par l'extrême droite. La une de Ouest France, Stéphane Vernet, une une qu'on... On parle de la colère s'y agricole, attendait. jusqu'où peut aller le mouvement? Voilà. Et puis, je signale la une de Voiles et Voiliers de décembre 2024 qui est en kiosque. Voilà. Rêver sans limite. En fait, on a besoin aussi de ça de temps en temps dans fait l'actualité. Vous pratiquez la voile? Non, je suis complètement nul, mais on a la chance à Rouen maintenant d'accueillir la Solitaire du Figaro, on en est très fiers. Très bien. Génial. Merci Stéphane Vernet, vous êtes éditorialiste politique, rédacteur en chef délégué à Ouest France. Dans un instant, on retrouve, si vous le voulez bien, qui est à Lille, Guillaume Desplanques, qui est le rédacteur en chef info de WEO TV, la chaîne TNT des Hauts-de-France, qui appartient au groupe Rossel. Il a une question à vous poser. Tout de suite, Nicolas Maillard-Rossignol, on l'écoute. Nicolas Maillard-Rossignol, bonjour. Atteint d'un cancer, vous avez annoncé un plan de bienveillance au travail. De quoi s'agit-il ? C'est tout simple. C'est que quand vous êtes malade, pour de bonnes raisons médicales qu'on peut comprendre,
en général, on vous demande de rester chez vous, de vous isoler. Alors, il ne s'agit pas de faire travailler les gens qui sont malades, évidemment. N'empêche qu'entre l'isolement et la mise au banc, il y a une frontière qui parfois semble forcément une mauvaise intention franchie. Parce qu'on perd le lien avec ses collègues, on perd le lien avec un environnement social. Et est-ce que ça améliore le combat contre la maladie? Non, ça peut avoir tendance à le dégrader. Donc par exemple, donne des exemples concrets. Pensez à inviter les personnes qui sont malades mais qui pourraient peut-être venir au pot de fin d'année, au petit café informel qu'on fait entre collègues. Ne jamais des les choses laisser comme en ça. dehors. Former les managers, sociale. parce que c'est pas facile de savoir parler et écouter des personnes malades, être peut-être plus flexible sur un certain nombre de sujets, sur les horaires, sur voilà. Cette bienveillance-là, je pense qu'elle est importante. Deuxième question depuis Lille, toujours Guillaume Desplanques. Nicolas Maillard-Rossignol, vous êtes réunis il n'y a pas si longtemps à Lyon avec d'autres élus socialistes pour une indépendance avec la France Insoumise. Mais où est donc passé le nouveau Front Populaire ? Le nouveau Front Populaire, moi je l'ai dit très clairement, comme Raphaël Glucksmann, il se fait au moment des législatives. Pourquoi il se fait au moment des législatives avec la dissolution? Parce qu'il y a un risque, reprenez à l'époque les choses, que l'extrême droite l'emporte massivement. Et donc, il ne faut pas barguiner. Quand l'extrême droite est aux portes du pouvoir, tous ceux qui sont attachés à la République doivent se lever et combattre ce risque-là. Et il fallait donc commencer quelque part. Et c'est la raison pour laquelle la gauche a été exemplaire sur ce sujet-là. On peut reprocher plein de trucs au Parti socialiste, sans doute. N'empêche que sur cette question-là, le combat contre l'extrême droite, il a toujours été exemplaire. Bon, ensuite, là où on a une difficulté, c'est que ça, c'était motivé par l'élection législative. Ça ne fait pas un programme pour 2027. Et on voit bien les ça grandes pose différences aujourd'hui. des problèmes dans la législature actuelle, cette alliance. Bien sûr. Et ça, je le comprends. Mais d'une part, je ne mettrai jamais en équivalence l'extrême droite et la France insoumise ou l'extrême gauche même. Ce sont deux choses différentes pour plein de raisons qui tiennent à la République. Et d'autre part, à l'époque, il y avait... Mais vous trouvez que LFI, alors, puisque vous parlez d'eux, joue le jeu démocratique? Vous trouvez qu'à l'Assemblée nationale, ils ont épousé les codes d'une assemblée qui travaille de manière paisible, réfléchie? Vous trouvez que leur personnalité forte correspond à l'idée qu'on a de la Ve République et d'une République où le Parlement joue un rôle central? Vous trouvez vraiment? J'essaye de vous répondre précisément. Est-ce qu'ils jouent le jeu démocratique? Ils sont élus démocratiquement. Oui, mais vous entendez certaines déclarations. Je vous réponds. Je ne veux pas donner l'impression qu'on ferait des déclarations à l'emporte-pièce. Encore une fois, il faut bien faire la distinction avec l'extrême droite qui, pour le coup, porte un projet politique qui est nuisible à la République. LFI, oui, mais encore une fois, hiérarchisons les périls. Le plus grave dans ce pays aujourd'hui, le plus dangereux et malheureusement le plus probable, c'est que ce soit l'extrême droite qui l'emporte. Et si Jean-Luc Mélenchon... Bon. Ensuite, oui, il y a un sujet à gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de brutalisation du débat public qui, moi, ne me convient pas. Qui vient d'eux. D'une partie de la direction, en l'occurrence, de Jean-Luc Mélenchon et de la direction. Je ne crois pas je crois pas que tous les électeurs de LFI soient favorables à cela, pas du tout. Et d'ailleurs, il y avait d'ex-membres de LFI ou apparentés qui en sont partis. Absolument. Ou qui en ont été virés malheureusement. Moi je pense qu'on a besoin d'une gauche de responsabilité qui sait être ambitieuse et même radicale au sens étymologique du terme, c'est-à-dire prendre les problèmes à la racine, c'est ce que je porte par exemple sur le changement climatique, et qui en même temps reste crédible sur le chemin, sur les finances publiques, sur la façon démocratique de porter une parole politique. Alors, la une de La Voix du Nord et d'ailleurs du Courrier Picard, qui sont nos partenaires du groupe Rossel France. On le voit, les terrils patrimoine régional en sursis. Et puis, la une du Courrier Picard qu'on va voir, qui est en ch'ti d'ailleurs. Stéphane Vernet, je sais que vous le maîtrisez parfaitement. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de rester sur ce plateau. C'est très proche du galop, en fait. Voilà, on va partir pour Grenoble, si vous voulez bien. C'est Nicolas Maillard-Rossignol, notre invité politique ce matin dans Face au Territoire, le premier secrétaire délégué du Parti socialiste et maire de Rouen. Et c'est Frédéric Hailly, qui est rédacteur en chef adjoint du Dauphiné Libéré, qui a une question à vous poser depuis Grenoble. Bonjour Monsieur le maire, pensez-vous, comme l'a dit Gérald Darmanin, qu'il serait choquant que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter à la présidentielle de 2027 ? Moi je trouve que c'est ce qu'a dit M. Darmanin qui est assez choquant. En France, depuis Montesquieu, il y a une séparation des pouvoirs. Enfin, que ce soit Mme Le Pen, M. Maillard-Rossignol, M. Duchemin ou Mme Tout-le-Monde,
quand il y a une justice, elle doit passer. Et moi, je ne commente pas ni la procédure, ni les décisions de justice. Soit elle est innocente, soit elle est coupable. Si elle est coupable, elle doit être jugée comme n'importe qui. Et la loi doit être appliquée, quel que soit son nom, son parcours, son statut. C'est d'ailleurs l'honneur de notre justice en France. Donc je ne comprends pas très bien ce que ça insinue, cette déclaration de M. Darmanin. Soit elle est, enfin pardon, je suis très basique, soit elle est innocente, soit elle est coupable. C'est pas à moi d'en juger. C'est ni à M. Darmanin d'en juger, c'est à la justice d'en juger. Ça s'appelle l'état de droit. La même problématique pour François Bayrou. Oui, et il a été jugé d'ailleurs. Oui, voilà. Et M. Cahuzac a été jugé, et d'autres encore. Et je connais des maires qui ont pu être jugés et déclarés inéligibles de bords politiques différents d'ailleurs, pour des raisons que peut-être eux trouveront injustes. Mais enfin, la justice est passée. Si on commence à remettre en cause la justice parce qu'on serait puissant, connu, riche, là, je pense que c'est dangereux. Donc c'était Frédéric Ailly en duplex de Grenoble. On va regarder la une du Dauphiné libéré, nos partenaires de EBRA, le groupe EBRA. Le groupe EBRA, c'est le Républicain Lorrain, l'Est républicain, le Bien public, Vosges Matin, le journal de Saône-et-Loire, le Progrès, les dernières nouvelles d'Alsace, l'Alsace et le Dauphiné. Et on voit bien que le gouvernement Barnier fragilisé est une. Vous en parliez à l'instant, Stéphane Vernet. Merci d'avoir été sur ce plateau avec nous pour représenter nos partenaires de Ouest France. Dans un instant, Floréal Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes, nous rejoint. Bonjour Floréal Hernandez. Alors, Rouen est sur une route particulièrement critique en ce qui concerne le narcotrafic. Vous aviez des questions à ce sujet? Bonjour Nicolas Maillard-Rossignol. Est-ce que votre agglomération qui est coincée entre... Enfin, coincée, non. Qui est sur la route, qui est sur la route du Havre, plus grand port français. Ses vêtements, elle est heureuse d'avoir pour voisins Paris et le Havre. Plus grand port français, mais qui est aussi un point d'entrée pour la drogue. Et la région parisienne, qui est une grande zone d'habitation, donc de population et de consommation de drogue. Est-ce que Rouen est touché par le narcotrafic et est-ce que Rouen est donc sur cette route de distribution de la drogue? Rouen est touché par la drogue, comme j'allais dire, toute la France. Il y a un rapport parlementaire qui vient de sortir qui le dit très clairement. Et un de ces enseignements, qui était assez édifiant, c'est que ça ne touche pas que les grandes villes. Non. Rouen fait partie des grandes agglomérations, c'est vrai, et à ce titre est touché, vous avez rappelé en plus le contexte géographique. Il y a évidemment un corridor logistique portuaire depuis le Havre. Le Havre. Et ça serait très très malhonnête de le nier. Mais le problème fondamental, il n'est pas uniquement là. Il est dans le fait que la drogue aujourd'hui touche tous les territoires, y compris des territoires ruraux, y compris des territoires moins denses. Donc le problème, il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? On a vu que en fin d'année dernière, on a eu des opérations Place Nette. Est-ce que c'est une solution pour lutter contre le trafic de drogue? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne veux pas te faire de procès d'intention parce que l'intention, sans doute, de Place Nette est peut-être louable, mais ça s'apparente quand même à, non pas un coup d'épée dans l'eau, mais à un coup. C'est-à-dire à un coup ponctuel qui ne résout rien dans la durée. Or, le problème de la drogue, il est structurel. Tous les élus locaux vous le diront. C'est un phénomène qui gangrène des quartiers, des territoires. Est-ce que justement on les voit, les narcotrafiquants? Vous êtes maire de Rouen, vous allez dans les rues, vous allez dans les quartiers. Est-ce qu'on les, sans pouvoir peut-être les attraper, mais est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on sait où ils sont? Est-ce que vous les avez identifiés, vous? Ou est-ce que c'est ça une mafia un peu diffuse? C'est difficile de vous répondre précisément, parce que ce que vous voyez, en général, ce sont les petits. Ce sont les gamins qui chauffent, comme on dit, c'est-à-dire qui font le guet. Oui, ce sont les petits dealers, ce sont qui font des choses répréhensibles. Et vous connaissez, vous savez où sont les gros? Les points de deal, les habitants les voient. Et les gros, vous savez où ils sont? Mais les gros, évidemment, d'abord, je ne suis pas outillé pour, le maire n'a pas ces informations-là, ça relève de la police nationale. Ça aussi, c'est un point important, parce que parfois, et c'est un peu, c'est humain, les citoyens disent, vous voyez bien, il faut les arrêter, c'est la police. Je rappelle que la police municipale n'a pas le droit juridiquement d'arrêter des dealers. Hein. Ça fait partie des débats du Congrès des maires. Exactement, parce que voilà là où l'État, police et justice devraient s'engager plus fortement. Mais on parle d'un parquet dédié, de choses comme ça. Non, ce que je voulais dire pour répondre à votre question, c'est que ce qu'on voit, comme souvent d'ailleurs, ce sont les petits et pas les gros. Si on veut s'attaquer au narcotrafic, alors ce sont des chaînes qui sont internationales. Mais ça ne dispense pas d'une réflexion et de politique publique locale sur ce qui se passe dans les territoires. Sur le cannabis, par exemple. On parlait d'opération Place Nette. Il y a aussi des agglomérations qui ont fait le choix de couper les allocations familiales
ou de sortir des familles de logements sociaux quand il y a des condamnations pour du trafic de drogue. Est-ce que c'est des mesures qui doivent être pérennisées à plus grande échelle ou c'est une mauvaise façon de lutter contre ça, puisque vous le disiez, c'est souvent dans ce cas-là le petit qui se fait attraper et pas la tête de réseau? Oui, je pense que couper les allocs, c'est évidemment une solution de facilité, mais qui est inefficace. Pourquoi? Parce que vous allez pénaliser qui? En général, ce qui se passe quand on parle des petits, c'est quoi? C'est une famille monoparentale, pour le dire directement, c'est en général une maman, avec plusieurs statistiquement, c'est ça, avec plusieurs enfants, qui, en général, ne roulent pas sur l'or du tout, et sans emploi, ou alors à un boulot avec des horaires difficiles, ou qu'en cumule plusieurs, qui ne lui permet pas de gérer ses enfants à des horaires où il devrait aller à l'école, etc. Et ce n'est pas un jugement de ma part, c'est de la réalité sociale. C'est extrêmement dur pour elle. Et en plus, vous allez la taper. Bon, c'est absurde. Non, par contre, là où ça ne va pas, police dans la rue, police de proximité. La plupart des policiers qui gèrent les situations de dealers sont des policiers qui débarquent dans un quartier. Donc vous générez des affrontements, y compris avec des jeunes qui ne sont pas forcément problématiques, mais qui finalement trouvent dans cette opposition avec la police presque une forme de jeu qui devient, et je dis ça, je ne l'excuse pas, hein, pas du tout, c'est évidemment condamnable, mais il faut comprendre le phénomène. Donc déjà remettre de la proximité, premier point. Deuxième point, la justice, parce que ce n'est pas que la police. Les policiers vous diront qu'ils arrêtent un dealer. Le gars, il revient, il est revenu au point de deal avant même qu'eux-mêmes, les policiers, aient fini leur service le jour même. C'est pas possible. Et il sera jugé bien plus tard. C'est pas possible. Les prisons, on n'en parle jamais. Mais le but de la prison, sauf cas très exceptionnels, c'est que les gens sortent de prison. Sauf cas très exceptionnels. Notre société, les personnes qui rentrent en prison, elles doivent être punies, mais ils ont vocation, en général quand même, encore une fois, sauf cas très particuliers, à sortir. S'ils sortent en état pire que quand ils y sont rentrés, parce que la prison est insalubre, parce qu'il y a la surpopulation, parce qu'ils n'ont pas été formés, parce qu'il n'y a pas eu d'insertion professionnelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que 6 personnes sur 10 sortant de prison, elles récidivent, et 90% dans les 3 mois. Donc le système est totalement inefficace et on ne veut pas regarder ça, parce que c'est tabou. Il y a un certain nombre de sujets comme ça. On pourrait parler de la prévention spécialisée, qui n'a pas les moyens et qui d'ailleurs va malheureusement subir des coupes, de l'éducation populaire. Bref, vous voyez, en fait, c'est toute une chaîne. Et il faut vraiment s'attaquer à tous les maillons de la chaîne. Est-ce que, alors c'est pas forcément une manière de s'y attaquer, mais c'est peut-être une manière de répondre à cette problématique. Est-ce que la légalisation du cannabis, puisque dans une tribune dans l'IB la semaine dernière, où il y a 15 jours, Michel Henry, rédacteur en chef de la revue 21, disait que c'est la prohibition du cannabis qui tue, et donc parlait de cette légalisation du cannabis. Et j'ajoute un complément de question à Florel Hernandez. Aux États-Unis, par exemple, je connais bien ce pays, le cannabis sous une forme évidemment amoindrie que ce qu'on peut trouver évidemment dans la drogue cannabis, aide à combattre certaines maladies. Aide à visée thérapeutique. Oui. Voilà, à visée thérapeutique, à accompagner des thérapeutiques type immunothérapie, etc. Donc voilà, le problème est complexe. Voilà, oui, alors c'est bien le sujet. C'est que le problème est complexe et que souvent on l'aborde de façon dogmatique ou idéologique, c'est-à-dire soit le tout répressif, soit au contraire le tout légalisation. Écoutez, moi je suis scientifique, je regarde les choses posément. Vous en prenez du cannabis non, pas du tout. Mais je pose les choses. D'abord, est-ce que notre système aujourd'hui en France fonctionne? La réponse est clairement non. C'est un système très répressif. C'est le pays où on consomme le plus. Donc ça marche pas. Donc faire l'autruche, dire bah non mais on continue, on va faire encore plus répressif. Franchement, je crois qu'il faut être honnête, ça ne marche pas. Ensuite, ce qu'il faut bien regarder aujourd'hui, c'est d'abord, parce que vous l'avez pas évoqué, donc moi je vais l'évoquer, c'est quand même faire de la prévention sur la consommation. S'il y a un trafic, c'est parce qu'il y a de la consommation. Et modulo ce que vous avez dit sur des cas thérapeutiques, sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens qui ont les moyens qui achètent du cannabis ou d'autres drogues. C'est quand même ça qui se passe. Surtout que des pays limitrophes de la France, enfin, j'étais en Espagne encore il y a quelques jours, il y a des boutiques ouvertes où on peut acheter du cannabis sous sa forme thérapeutique. Oui, mais moi je voudrais je vais vous poser la question d'une autre façon. Est-ce que sur les médias, vous trouvez qu'il y a beaucoup de panneaux, de séquences d'informations pour expliquer les dangers d'accoutumance, les conséquences sur le cerveau, etc., de prévention?
je trouve que franchement, en matière de prévention sur le sujet de sensibilisation, on est faible. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous avez moins de consommation, vous aurez moins de marché. Déjà, commençons par ça. Or, je trouve, je ne sais pas si sur TV5 Monde il y a ce type de campagne, j'en ai pas vu beaucoup dans les médias. On en parle beaucoup, nous, dans les émissions. Oui, dans les émissions, mais je ne vous attaque pas. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'on ne regarde pas le bout de la chaîne. Bien sûr. S'il y a un trafic, c'est parce qu'il y a de la consommation. Bon, et enfin, la question de la légalisation. Moi, je ne suis pas dogmatiquement pour la légalisation, mais je dis qu'on devrait au moins expérimenter ce qui se fait dans d'autres pays, des formes de régulation de ce marché. Parce qu'à ne pas vouloir le voir, à le mettre tabou et à faire du tout répressif, on crée un marché énorme, au black, parallèle, qui fait vivre des quartiers et des familles. Et ça, c'est la pire des choses. Vous restez avec nous, Floréal Hernandez. C'est Nicolas Mayer-Rossignol qui est notre invité ce matin, le premier secrétaire délégué du Parti socialiste et maire de Rouen. On part pour Nice en duplex où Denis Caro, qui dirige les rédactions du groupe Nice Matin, une question à vous poser. On l'écoute. Bonjour Nicolas Mayer-Rossignol. Le Beauvau des polices municipales se tient aujourd'hui dans le cadre du Congrès des maires de France. Récemment, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est dit favorable à ce qu'on puisse élargir les prérogatives des policiers municipaux. Faut-il aller jusqu'à leur donner un pouvoir judiciaire qui leur permettrait notamment de procéder à des contrôles d'identité ou de verbaliser des consommateurs de produits stupéfiants ? Je trouve que c'est une façon de se défausser. Vous voulez de donner plus de pouvoir aux maires ? Mais ce n'est pas le pouvoir de donner du pouvoir aux maires. Il ne faut pas nous prendre pour des perdreaux de l'année. Comme l'État n'a pas d'argent, l'État cherche à se défausser sur les territoires. Simplement, évidemment que les moyens, non seulement de police, mais d'instruction judiciaire d'une mairie, n'ont absolument rien à voir avec la police nationale. Mais la connaissance du terrain, oui, c'est le maire qui l'a. Ça, c'est la coordination entre la police municipale et la police nationale. Mais la tactique, parce que c'est de ça qu'il s'agit... Vous avez de bons rapports avec bien sûr, sur le terrain. Les policiers. Mais sauf qu'il y a eu des annonces de M. Castaner, de M. Darmanin, en réalité de tous les ministres de l'Intérieur depuis longtemps, et de M. Retailleau maintenant, qui nous dit de l'ordre. Et moi, je lui réponds chiche, des moyens. Mettez les policiers. Là, j'ai une école de police, moi, à Oissel, dans la banlieue, dans l'agglomération, de Rouen, avec une école de qualité. Une promotion va sortir en janvier. Chiche, mettez-les sur le terrain à Rouen. Mettez-les sur le terrain dans l'agglomération rouennaise, à Elbeuf, à Oissel. Voilà. Bon, donc franchement, c'est tellement facile de se dédouaner comme ça. La vérité, c'est que les moyens de police et de justice qui avaient été annoncés n'ont pas été mis. Et que, comme d'habitude, on va nous faire une énième loi sur l'immigration, parce que Mme Le Pen la demande, parce qu'on en a une tous les 2 ans depuis 20 ans, et que ça n'est pas la bonne façon de faire. À ce propos, votre grand voisin là, au Havre, c'est Édouard Philippe, qui a été Premier ministre. Vous entretenez quel genre de rapport avec lui ? Vous avez vu qu'il est candidat, bien sûr, à l'élection présidentielle. Sur ces sujets-là, là, vous êtes d'accord, pas d'accord On n'a pas trop parlé de sujets de police ensemble. Pourquoi ? Parce que ça fâche ? Non, pas du tout, on s'entend très bien. Alors, je ne veux pas faire de langue de bois, on a des rapports très cordiaux, même amicaux. Vous voyez bien sa candidature à l'élection présidentielle ? C'est autre chose. D'une bonne manière. Attendez, l'amitié n'exclut pas la sincérité et l'honnêteté intellectuelle et politique. Nous ne sommes pas du même bord politique. Il est de droite, je suis de gauche, et je souhaite qu'un président de gauche soit élu. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Mais on a été élus ensemble il y a longtemps, élus locaux, maire du Havre pour lui. Moi, j'étais président de région, puis maintenant maire de Rouen. On s'entend très bien, on travaille bien ensemble. Quand le Havre va bien, Rouen va bien, même au football. Vous ne participerez pas à un gouvernement issu d'une présidence de la République détenue par Édouard Philippe. On n'en est pas du tout là. Mais j'ai pas compris qu'on avait les mêmes positions sur les retraites. J'ai pas compris qu'on avait les mêmes positions sur l'immigration. Donc vous entendez bien personnellement, mais vous avez des divergences politiques. Et je vais vous dire, à vrai dire, je pense qu'on manque de ça en France. C'est-à-dire que je pense qu'on a besoin de revenir à une forme de droite républicaine et de gauche républicaine, avec un débat, avec des vraies différences, mais qui n'exclut pas la cordialité et la démocratie finalement. Ma question sur la France insoumise tout à l'heure portait là-dessus, sur ces débats qu'on peut avoir en n'étant pas d'accord. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Et de chercher des solutions ensemble. Localement, on y arrive très bien. La une de Nice Matin, Denis Caro, qui était en duplex de Nice. Regardez, quels effectifs, quel pouvoir, ça tombe très très bien. Le gouvernement a relancé le Beauvau des polices municipales. On vient d'en parler à l'instant. Vous restez avec nous, Floréal Hernandez. Encore un instant, on va se rendre à Fort-de-France, en Martinique. Notre partenaire de France Antilles, le directeur éditorial de France Antilles et de France Guyane, a une question à vous poser, Nicolas Mayer-Rossignol. On l'écoute.
Bonjour Nicolas Mayer-Rossignol. Alors que les sujets de mécontentement ne manquent pas dans nos territoires, la vie chère aux Antilles bien entendu, mais également les questions agricoles ou bien d'autres sujets sur le plan social, comment selon vous pourrait-on mieux garantir la représentation des Outre-mer dans les décisions nationales, à la fois dans les partis politiques comme le vôtre, mais aussi au niveau plus global de la politique gouvernementale? Est-ce qu'il faut mettre plus d'outre-mer partout, au fond? C'est ça la question. Mais en tout cas, les Outre-mer devraient être au cœur de la République française et ils sont traités, et c'est terrible, aux marges. Dans la représentation, effectivement, on ne peut pas dire que ce soit la priorité de ce gouvernement ni des gouvernements précédents. On a vu sur un certain nombre de territoires d'outre-mer. On vient de citer la question de la vie chère, qui est un problème absolument majeur, extrêmement concret, plus 40%, plus 40% sur les prix. Oui. Même sur le prix des bananes. Je signale, puisqu'on m'interpelle sur ma famille politique, que les socialistes, les parlementaires, les députés socialistes, dans le cadre de ce qu'on appelle leur niche, donc la journée réservée, c'est le 12 décembre prochain, font une proposition de loi sur le bouclier qualité-prix pour établir la transparence des prix. Qui se goinfre sur la chaîne? Parce que quand vous faites plus 40%, il y a quelqu'un qui se goinfre. Il faut quand même appeler un chat un chat. Pourquoi est-ce qu'il y a des monopoles, peut-être résultat d'une histoire coloniale? Simplement, on devrait mettre fin à ces monopoles ou à ces oligopoles. Et puis qu'il y ait des prix minimum qui ne puissent pas être en dessous du prix de revient pour les producteurs. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses très précises. Et les socialistes portent une proposition de loi sur ce sujet le 12 décembre. La une de France Antilles et de France Guyane, donc nos partenaires dans Face au territoire. Ben voilà, la terre du sucre en pénurie totale en plus de tout. Et France Guyane, rapidement, qui est notre pied sur le continent américain, la Guyane. C'est une évidemment locale. La belle Cabresse est-elle toujours guyanaise? Voilà. On continue. Nicolas Mayer-Rossignol est notre invité ce matin. Merci Florel Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes, d'avoir été sur ce plateau. Dans un instant, Tom Benoît nous rejoint. On va parler de Fred Notaire. Bonjour Tom Benoît. Alors, le monde de l'immobilier est en émoi. Absolument, donc une augmentation des droits de mutation, puisqu'on appelle ça plus communément les frais de notaire, prônés par le gouvernement. Ça équivaut, pour être précis, à peu près à quelques milliers d'euros, 1000, 2000 euros pour un appartement ou un bien à hauteur de 200 000 euros. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne initiative, mauvaise? L'État a besoin d'argent en tout cas. On est exactement, à mon avis, dans le cas d'un effet contre-productif. C'est-à-dire que ça risque d'avoir un impact récessif sur un marché immobilier qui est déjà assez froid. Le moins qu'on puisse dire, voilà, froid. Voilà. Ou pour des raisons plutôt monétaires. Oui, vous avez raison. Donc ça m'inquiète. Je pense que ça ne résout rien. Les départements sont les collectivités de la solidarité. C'est le handicap, c'est l'autonomie, c'est la vieillesse, c'est la petite enfance. Beaucoup de sujets qui vont très mal. La petite enfance, pour ne prendre que cet exemple, est un sujet majeur qu'on n'appréhende pas dans notre société. L'aide sociale à l'enfance, pardon, je dis la petite enfance, l'aide sociale à l'enfance, les ados perdus, placés, les difficultés de suivi de ces enfants, de ces jeunes-là, c'est un sujet qui demande beaucoup de moyens humains, mais qui est essentiel pour la société parce que si on ne le traite pas bien, derrière, les conséquences pour la société sont très longues. Bon, donc je ne pense pas que cette mesure-là ait un impact positif sur l'économie, ça c'est clair, et résolve les problèmes de finances si importants des départements. Ça me rappelle mes jeunes années en tout cas, lorsque j'avais une agence immobilière et que tous les notaires rappelaient que les frais de mutation étaient essentiellement des taxes et pas de l'argent qui arrivait dans l'escarcelle des notaires. Il y a l'assurance maladie qui fait débat également, avec un transfert donc de, apparemment on dit 500 millions, mais plutôt 900 millions, près d'1 milliard selon les mutuelles privées, donc de charges de l'assurance maladie publique vers les mutuelles privées. Là aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Bonne initiative, mauvaise? Est-ce qu'on va vers un système de santé à l'américaine? À l'américaine, voilà, c'est ça la question. Le problème, c'est que le système de santé à l'américaine, c'est un système de non-santé. C'est un système de santé, si on a les moyens de s'acheter la santé. Ça veut dire que si vous n'avez pas de fric, vous ne serez pas en bonne santé. Vous n'êtes pas soigné. À part l'Obamacare. Mais vous n'avez et pas sûr que l'Obamacare tienne longtemps avec M. Trump. Vous croyez réellement? Regardons les choses posément, précisément. Le système de santé en France, il nous coûte de l'ordre de 10% du PIB. Le système américain de santé, il coûte de l'ordre de 16% du PIB. Il coûte beaucoup plus cher. Donc déjà, même du point de vue économique, là je suis juste sur le plan strictement économique, le système à l'américaine de privatisation, pour le dire rapidement, est un système qui est inefficace économiquement. Ensuite, socialement, c'est un système profondément inégalitaire. Vous avez les moyens, vous êtes
soigner, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas, vous n'êtes pas démerdez-vous. C'est un grand avantage français, pour ainsi dire. En France, on a un système majeur. jusqu'à présent encore qui est pourquoi très il faut expliquer un point que parfois on a du mal à percevoir, mais que intuitivement on comprend bien. Le gain éventuel que vous faites à moins financer le soin au départ, vous le payez au centuple en laissant les gens malades. C'est pas très compliqué à comprendre. Mais si les gens ne se soignent pas, s'ils gardent leur carie, s'ils gardent une mauvaise vue, le risque d'accident de voiture est plus élevé, le risque de septicémie est plus élevé. On a des chiffres là-dessus d'ailleurs. C'est ça qui est difficile à quantifier. C'est pour ça que je dis que c'est difficile à expliquer. Mais intuitivement, on le comprend très bien. Pour tout problème de santé, il vaut évidemment mieux agir en amont, y compris d'ailleurs en amont du traitement. La prévention, par exemple, en France, on est notoirement pas très bon. Ouais. Il y a des pays qui ont plus investi sur la prévention. On peut se dire, ça sert à quoi de faire plus de sport? Ça sert à quoi de faire des pubs pour l'alimentation saine? Ça sert à éviter d'autres coûts. Les chiffres que l'on a, surtout, c'est qu'on arrive à près de 60% de dépenses publiques par rapport au PIB, finalement, et que sur des dépenses qui semblent absolument évidentes, essentielles, on est plutôt sur une période de régression que d'avancée. Sur un autre sujet, là aussi, sur la dépense publique et sur l'aspect public des finances. La mairie de Paris a voté, donc hier, ce mercredi, un plan local d'urbanisme bioclimatique qui consiste à pastiller à peu près 800 biens immobiliers parisiens, dont on pourra contraindre les propriétaires soit à vendre à un prix plutôt avantageux pour la mairie de Paris et à la mairie de Paris, c'est celle-ci, soit à rénover leur appartement s'ils rénovent pour le transformer partiellement en logement social. C'est une décision assez originale, qu'est-ce que vous en pensez? Sans précédent en tout cas. Est-ce que vous appliqueriez celle-là à Rouen? Alors, Rouen n'est pas Paris, c'est pas la même taille, c'est pas la même typologie immobilière, c'est pas le même prix au mètre carré. L'esprit, on va dire, Tom Benoît. On va un peu à l'encontre du droit de propriété, finalement. Il y a beaucoup de propriétaires. Oui, d'accord. Mais alors, si je puis me permettre, et sans attaquer personne, le droit de la propriété en France est très fort. Tant mieux pour plein de raisons, mais reconnaissons qu'aujourd'hui, et Paris, je sais bien que Madame Hidalgo, Anne Hidalgo est une amie, mais je sais bien qu'elle est attaquée depuis longtemps, etc. Je suis persuadé que dans 50 ans, on dira que Paris, pendant ces années-là, a été visionnaire. Oui. Si on morfle pendant 50 ans, c'est pas génial. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Vous n'avez pas l'air de partager le point de vue. Non, mais je comprends. Je suis motard à Paris. Oui, je comprends. N'empêche que moi, je vois la qualité de l'air à Paris, elle s'est considérablement améliorée. J'ai été vérifier les chiffres en oxyde d'azote. Anne Hidalgo va en faire une ville jardin, elle l'affiche. Vérifier l'artificialisation des sols, la biodiversité, l'alternative à la voiture. C'est un enjeu majeur. Alors, je sais bien que c'est difficile et qu'il faut du courage. Et sur les logements, on va se retrouver, il y a quand même beaucoup, on le sait, de Qatariens, de Saoudiens qui se sont procurés, qui ont acheté, qui ont investi dans des biens immobiliers à Paris. Donc vous allez avoir un centre parisien comme à Londres, comme à Singapour, comme à New York. Un petit peu plus à Paris malgré tout que dans d'autres villes de France, en tout cas. Là, vous de France, si vous voulez. C'est pour ça que je vous dis que Paris est unique en France. Beaucoup plus qu'à Madrid aussi, qui est une capitale européenne. Donc, qu'est-ce qui va se produire si on a finalement l'ambition qui est affichée dans le communiqué de Madame Hidalgo, c'est 40% de biens publics à Paris d'ici 2035. Donc, si vous avez des biens privés qui sont vacants parce que possédés par des Saoudiens et des biens publics, comment va se faire la vie à Paris? C'est ça la question. Oui, Paris n'a jamais été aussi attractive. Paris n'a jamais attiré autant de personnes, de touristes et d'autres. Regardez les Jeux Olympiques et Paralympiques. Après, non, mais quand moi, les gens quittent Paris, je trouve qu'on a ce génie français de tout le temps faire du Paris et du Anne Hidalgo bashing. Non, écoutez, on a fait les Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous défendez votre camarade. Non, je suis objectif. Les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je suis allé en Chine il y a quelques semaines. Même en Chine, on m'a expliqué que ces Jeux Olympiques et Paralympiques avec Paris avaient été une réussite extraordinaire. Les transports, ils ont fonctionné ou ils n'ont pas fonctionné pendant les Jeux? Ils ont fonctionné. Objectivement, Nicolas Meillard aussi. Je suis tout à fait objectif en vous disant que ce qu'on a fait, ce que Anne Hidalgo a fait pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, une forme de paralysie et ce que la France a fait de plus beau depuis, pas plus cher que les autres Jeux Olympiques ou Paralympiques précédents, pas plus cher que les Jeux Olympiques. Dans la période que vit la France aujourd'hui, c'est Et je vous signale par ailleurs que le directeur artistique des cérémonies est rouennais, Thomas Joly. Ah, j'ai compris alors. Eh bien, c'est ce que la France a fait de plus beau depuis 40 ans. Mais est-ce qu'on peut être fier de notre capitale, de son adaptation au changement climatique? Enfin, on peut faire l'autruche et dire qu'il n'y a pas de problème de changement climatique. Moi, je suis fier que la plus grande ville de France, que l'une des plus grandes villes du monde, affronte ce sujet. Et oui, c'est difficile. Et oui, il faut du courage. Mais je pense que c'est important qu'on ait des élus qui prennent leurs responsabilités. Vous avez vu que le député de Paris, ancien premier adjoint,
est candidat à l'élection de maire de Paris, oui. Emmanuel Grégoire. Vous êtes d'accord avec cette candidature ? Il a le droit d'être candidat. Ensuite, c'est aux militants de trancher et c'est à notre famille politique. Il peut y avoir d'autres candidats. Il a le droit. Mais vous êtes favorable à celui qui a été le premier adjoint d'Anne Hidalgo ? Je ne veux pas prendre parti, etc. Je dis juste que pour l'instant, d'abord, ne précipitons. Vous avez l'air embêté par cette Non, affaire. pas du tout. Je vous assure, il y a des problèmes bien plus graves dans la vie. Je signale juste que la maire aujourd'hui, c'est Anne Hidalgo et qu'elle n'a pas dit ce qu'elle allait faire. Merci. Nicolas Mayer-Rossignol, le site de Géostratégie Magazine. Absolument, une sur le narcotrafic à Marseille qui est devenu, je suis marseillais d'ailleurs, une capitale du narcotrafic. C'est pour ça que vous attaquez Paris comme Oh, ça. Voilà, je Paris. Non, on n'attaque pas. Vous savez, moi j'aime la France avant tout, Paris comme Marseille. Merci Tom Benoît, Merci directeur merci de la rédaction du Nicolas, magazine Géostratégie, qui est donc en ligne maintenant. Absolument. Géostratégie Magazine. Voilà, dans un instant, Demet Korkmaz, journaliste à la rédaction internationale de TV5 Monde, est sur ce plateau. Bonjour Demet Korkmaz, avec une magnifique chemisier à fleurs d'ailleurs. Alors les questions puis bientôt peut-être les réponses sur l'élection de Donald Trump. Vous avez rapidement évoqué Donald Trump. Je voudrais savoir si au Parti socialiste, vous avez fait le bilan de la défaite de Kamala Harris. Elle a quand même perdu 7 millions de voix par rapport à 2020. Donald Trump, lui, en a gagné 3 millions. Est-ce qu'il y a matière à réfléchir sur cette victoire qui a été écrasante ? D'abord, vous avez raison, la victoire a été nette, écrasante. Alors qu'on prédisait le contraire. Alors que tout le monde disait ça va être serré, ou alors c'est Mme Harris qui va gagner. Bon. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il faut être quand même prudent. La culture politique, l'histoire des États-Unis n'est pas la culture politique ou l'histoire française. Donc comparaison n'est pas raison. J'ai entendu, elle n'a pas été assez radicale, etc. Ça n'a rien à voir avec la radicalité, ça a à voir aussi avec une classe ouvrière qui se sont sentis totalement délaissés. Oui. On voit bien qu'aujourd'hui, la dénonciation de l'outrance politique ne suffit plus à fédérer un bloc. Est-ce que là, il n'y a quand même pas matière à réflexion en Europe ? Oui, et ça c'est le troisième point que je voulais évoquer. Là, je partage complètement. Non, je voulais simplement dire qu'il y a eu une autre candidate plus radicale, elle a fait 0,3%. Donc dire il faudrait être plus dans le bruit et la fureur, bon. Non, par contre, là où je rejoins votre point, je crois, c'est qu'effectivement, il y a la question du travail, des catégories populaires, des ouvriers, des techniciens, des professions intermédiaires, et de comment j'ai un boulot. Et effectivement, ça, visiblement, ça a pêché dans la campagne de Kamala Harris. Et très clairement, pour ce qui concerne ma famille politique, c'est un sujet que nous n'avons pas assez porté ces dernières années et que nous ne travaillons toujours pas suffisamment aujourd'hui. On est nombreux à dire ça. Je vais donner un exemple. Philippe Brun, par exemple, qui est député juste à côté de chez moi, qui est aussi un ami, député socialiste. On est nombreux à dire ça. Donc effectivement, ça, c'est un enseignement très important. Qu'est-ce que nous avons à proposer sur le travail ? Absolument. Sur le travail, mais aussi sur l'ascension sociale. Qu'est-ce que vous proposez ? Parce qu'on a un peu l'impression que le Parti socialiste est un peu inaudible ou en panne de propositions, de projets politiques et sociaux. Alors, je comprends votre critique, je peux la partager en partie. Je ne dirais pas les choses comme vous. Je pense que le Parti socialiste, il y a une forme de contradiction ou de paradoxe, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'élus sur le terrain qui font des choses tout à fait intéressantes sur ces questions et qui ont des résultats et qui d'ailleurs sont plébiscités, qui sont réélus, mais que par contre, sur le plan national, notre offre politique et notre message politique sur ces questions n'est pas très audible. Prenons l'exemple des retraites, par exemple. Moi, je pense que c'est absurde que nous ayons une ligne de 60 ans pour tout le monde avec 40 annuités. Mais il n'y a pas que les retraites, il y a les jeunes. Oui, mais c'est quand même... pardon, mais le sujet des retraites touche beaucoup de monde et a un impact aussi sur la jeunesse. Sur la jeunesse, vous avez raison, sur les questions, par exemple, d'insertion professionnelle. Sur l'évolution du monde du travail. Le monde du travail, il a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On pourrait parler, pour certains métiers, du télétravail. On pourrait parler de nouvelles pénibilités dans la santé, dans l'éducation. On pourrait parler effectivement des difficultés d'insertion professionnelle pour les jeunes et aussi d'ailleurs des seniors à l'approche de l'âge de la retraite, puisqu'on a un taux d'emploi des seniors qui est très faible. Voilà, tous ces sujets-là, certains syndicats en parlent beaucoup et font des propositions. Je pense à Laurent Berger, par exemple. La gauche civile en parle beaucoup. Notre famille politique, elle a des expériences de terrain, ça c'est très positif. Elle a des incarnations de terrain aussi. Elle doit pouvoir, et elle ne le fait pas suffisamment, en faire une offre politique nationale.
On va passer maintenant à la question du climat. La COP29 doit se terminer ce vendredi, demain donc. Aujourd'hui, on voit des positions entre les pays du Sud et les pays du Nord pour schématiser très diamétralement opposées, notamment sur la question de la finance du climat. Est-ce que vous avez la sensation qu'à Bakou, les grandes décisions pour le climat sont un peu bloquées? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à la fin d'un processus? C'est toujours... De COP elle-même, d'ailleurs. De COP, oui. Oui, des grandes décisions en faveur du climat. Non, c'est toujours frustrant, ces COP, parce que c'est un grand raout, on a l'impression d'un cinéma, de posture... Difficulté à faire un communiqué. De greenwashing, de discussion éternelle sur une phrase ou une virgule. Moi, je pense que c'est utile quand même, parce qu'on a besoin d'une plateforme où tout le monde se retrouve. C'est aussi une façon pour toute une série de pays moins visibles sur la scène internationale de s'exprimer, de pays de plus petite taille, qui ont moins d'influence diplomatique. C'est très important. En plus, ce sont souvent les premiers concernés par les conséquences du réchauffement. Est-ce que c'est suffisant ? Absolument pas. Et on a besoin, à mon avis, de règles internationales plus contraignantes. Je rappelle qu'il y a quelques années, on parlait par exemple d'une organisation mondiale pour l'environnement, dans le cadre de l'ONU, avec des pouvoirs contraignants. Elle existe ? Non. Merci Demet Korkmaz, journaliste à la rédaction internationale de TV5 Monde. Nicolas Mayer-Rossignol, on va revenir un peu sur les questions personnelles de début d'émission. Comment vous vous sentez physiquement ? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que les conséquences des traitements jouent sur votre vie quotidienne, j'allais dire? Ça serait malhonnête de vous dire que ça n'a pas d'impact. Bien sûr que ça a un impact. Quand on vous voit dans une émission comme ça, dans ce matin tôt, vous avez l'air en forme. C'est ça que je... Oui, non, mais je vais bien. Encore une fois, je ne suis pas du tout à plaindre. Il y a des gens qui sont dans une situation bien pire que la mienne. Vraiment, je déteste faire cette espèce de voyeurisme. Non, vraiment. Évidemment qu'un traitement, qu'un cancer, on ne va pas se cacher, ça a des conséquences à la fois d'ailleurs physiques et puis aussi psychologiques. Est-ce que le monde politique, qui vous a sans doute parlé après ce communiqué, a été à l'aune de ce que vous espériez en termes d'empathie et de... J'ai reçu beaucoup de messages de sympathie. Y compris des adversaires, des tirs. Oui, bien sûr, j'ai reçu des messages de beaucoup de gens et je les en remercie. Allez, peut-être que parfois il y a un peu d'hypocrisie si je suis un peu, parano, mais non, mais je veux pas être malveillant ou mal m'exprimer. J'ai reçu plein de messages de sympathie, c'est sympa, voilà, tout simplement. Mais peu importe. Je pense que ce qui est important dans ces situations-là, c'est pas la situation personnelle, même si elle peut être dramatique ou difficile. Bon, voilà, encore une fois, je suis pas à plaindre. C'est plutôt... Qu'est-ce qu'on en fait? Arrêtons de penser, voilà, qu'est-ce qu'on en fait collectivement? Qu'est-ce qu'on en fait positivement? Le cancer, ça touche tout le monde, ça touche plein de gens, ça touche de plus en plus jeunes, ça touche de façon de plus en plus chronique. Il y a près de 500 000 nouveaux cancers diagnostiqués chaque année en France. Donc soit on fait l'autruche, soit on l'appréhende par rapport au monde du travail dont vous parliez, madame, par rapport aux liens intergénérationnels, par rapport aux liens professionnels. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Merci Nicolas Mayer-Rossignol d'avoir été notre invité ce matin. Vous êtes le maire de Rouen. Vous allez donc participer très vite à la Convention des maires. Et puis vous êtes premier secrétaire délégué du Parti socialiste. On a compris que vous alliez sans doute être candidat pour être... Oui, c'est pas à moi d'en décider tout seul, encore une fois. L'enjeu, la priorité, gagner. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Demet Korkmaz. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même adresse. Les programmes continuent sur TV5 Monde. Au revoir à tous.